Quand on parle de la sécurité de l'IA, on a souvent en tête des images de science-fiction, de robots qui se rebellent. Mais la réalité, en fait, elle est beaucoup plus subtile que ça. Le vrai enjeu, ce n'est pas d'empêcher une prise de pouvoir des machines, mais plutôt d'éviter des accidents involontaires, parfois presque invisibles, dans les systèmes qu'on utilise absolument tous les jours. Pour y voir plus clair, on va suivre un plan assez simple. On va explorer ce qu'on pouvait appeler une défense en plusieurs couches. On va d'abord regarder le problème global des accidents d'IA, puis on descendra au niveau de la loi avec l'AI Act européen. Ensuite, on plongera vraiment dans le code pour voir les solutions techniques concrètes, avant de terminer par un petit coup d'œil vers l'avenir. Bon, allez, on attaque le cœur du sujet. Pour commencer, il faut vraiment bien se mettre d'accord sur ce qu'on appelle un accident d'IA. C'est la question de base, mais elle est essentielle. On ne parle pas du tout d'une IA qui serait malveillante ou qui aurait de mauvaises intentions. Non, on parle de comportements qui sont à la fois imprévus et nuisibles et qui émergent de systèmes qui, à la base, ont été conçus pour nous aider. Voilà la définition un peu plus formelle tirée de la recherche. Ce qui est super intéressant là-dedans, c'est de comprendre que ce sont avant tout des problèmes d'ingénierie. L'IA ne devient pas méchante d'un coup. En fait, elle suit juste à la lettre des instructions qui étaient soit imparfaites, soit incomplètes dès le départ. En gros, on peut ranger ces accidents dans 3 grandes catégories. D'abord, le mauvais objectif. Imaginez que l'on demande à une IA de nettoyer une pièce le plus vite possible. Eh bien, elle pourrait très bien décider que la solution la plus rapide, c'est de tout jeter par la fenêtre. L'objectif est atteint, mais les effets secondaires sont catastrophiques. Deuxièmement, la mauvaise extrapolation. Un système qui a appris à reconnaître des chiens et des chats pourrait voir un loup et le classer comme un très très gros chien, tout simplement parce qu'il n'en a jamais vu avant. Et enfin, les mauvaises données d'entraînement. Ça, c'est le grand classique. Si on entraîne un modèle de recrutement avec des CV des 50 dernières années, il y a de fortes chances qu'il reproduise les biais de cette époque. Et c'est là que ça devient vraiment critique. Ce problème prend de l'ampleur parce que nos IA sont de plus en plus puissantes, de plus en plus autonomes. Un algorithme de recommandation sur un site qui se trompe, bon, c'est agaçant. Mais une voiture autonome qui se trompe, les conséquences ne sont évidemment pas les mêmes. Alors face à ces risques, la première ligne de défense qui se met en place, c'est la loi. On va donc voir comment l'Europe, avec son AI Act, essaye de construire ce premier grand bouclier. Le principe de base de l'AI Act, il est plutôt malin. L'idée, ce n'est pas de réguler la technologie IA dans son ensemble, mais de réguler ses usages, en fonction du risque qu'il représente. C'est une approche très pragmatique, un peu comme on le fait pour les voitures ou les médicaments. Plus le risque est grand, plus les règles sont strictes. C'est du bon sens. La loi définit 4 niveaux de risque. Tout en haut, on a le risque inacceptable. Ça concerne par exemple les systèmes de notation sociale qui sont tout simplement interdits. Point. Juste en dessous, le risque élevé pour les secteurs critiques comme la santé, la justice, les infrastructures. Là, les obligations sont très lourdes. Déclaration de conformité, le fameux marquage CE, etc. Ensuite, on a le risque limité. Pensez aux chatbots ou aux deepfakes. L'obligation principale, c'est la transparence. On doit être prévenu qu'on interagit avec une machine. Et enfin, tout en bas, le risque minimal, comme les filtres anti-spam ou les IA dans les jeux vidéo. Là, on encourage des codes de bonne conduite, mais sur une base volontaire. Et attention, pour être sûr que tout le monde respecte les règles, les sanctions sont conçues pour être vraiment dissuasives. Pour les infractions les plus graves, on parle d'amendes qui peuvent monter jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial. C'est énorme. Et ça montre bien à quel point le sujet est pris au sérieux. Ok, on a vu le cadre légal, maintenant on va descendre d'un niveau pour regarder la couche technique, le code. Comment est-ce que les développeurs peuvent construire cette sécurité directement au cœur des modèles d'IA ? Le plus grand défi technique en ce moment, c'est un phénomène qu'on appelle le jailbreak. Pour faire simple, c'est l'art de contourner les protections d'un modèle pour le forcer à générer du contenu qu'il n'est pas censé produire, en le poussant dans ses retranchements, dans une zone où il n'a pas été entraîné pour être sûr. Ce visuel est parfait pour comprendre le concept. Imaginez que chaque point ici représente l'état interne du modèle quand on lui pose une question. Les questions saines, normales, elles sont dans la zone verte, c'est la zone de sécurité. Les questions clairement malveillantes sont dans la zone rouge et le modèle sait les repérer et les bloquer. Le jailbreak, ce sont toutes ces attaques, représentées par les autres couleurs. Ce sont des techniques sophistiquées pour pousser le modèle en dehors de ces zones bien balisées, vers un territoire inconnu où ces garde-fous ne sont plus efficaces. La question devient alors comment on fait pour forcer le modèle à rester dans la zone de sécurité ou pour l'y ramener ? Eh bien, la réponse se trouve en agissant directement sur sa mécanique interne. Une des techniques les plus prometteuses s'appelle la Safety Arithmetic. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'elle ne demande pas de réentraîner le modèle de zéro, ce qui coûte une fortune. Ça se passe en 2 temps. D'abord, on identifie et on retire mathématiquement les paramètres qui orientent le modèle vers des réponses dangereuses. Et ensuite, pendant qu'il génère sa réponse, on le pousse activement, on le réoriente vers les zones sûres.
Ce schéma montre bien comment ça marche. C'est un peu comme de la microchirurgie sur le cerveau du modèle. On calcule ce qu'on appelle un vecteur de nuisance, qui est en quelque sorte la direction mathématique du danger. Et puis, on soustrait ce vecteur du modèle. Ça permet de corriger ces mauvaises tendances sans pour autant abîmer toutes ces autres compétences. Bon, on a vu la loi, on a vu le code, il est temps de se tourner vers l'avenir. Concrètement, quels sont les outils disponibles et quels sont les prochains grands défis de la sécurité de l'IA? La chose la plus importante à retenir, c'est que tout ça, ce n'est pas juste de la théorie pour des labos de recherche. Non, c'est un domaine de développement extrêmement actif, avec un écosystème d'outils, souvent open source, qui est en pleine croissance et que les développeurs peuvent utiliser dès maintenant. Et voici juste quelques exemples. On a NVIDIA qui propose Nemo Guardrails, une librairie pour construire des barrières sur mesure autour d'un modèle. Mozilla a créé AnyGuardrail, qui est une sorte de couteau suisse pour utiliser facilement plusieurs systèmes de protection différents. Et puis il y a des projets plus ambitieux comme AI Safety Protocol qui visent à sécuriser des systèmes complexes où plusieurs IA interagissent. Un véritable arsenal est en train de se mettre en place. Tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question fondamentale. On est un peu dans une course entre, d'un côté, le développement de capacités IA de plus en plus folles, et de l'autre, la création des garde-fous pour les maîtriser. Le grand enjeu pour les années à venir, c'est de savoir si on arrivera à construire ces protections au moins aussi vite que l'IA elle-même progresse. C'est une question qui reste totalement ouverte.